Bonjour, bienvenue pour ce Salut, deuxième c'est épisode Christophe. des Actus du SEO Camp. Alors aujourd'hui, on aura David, Pierre, Patrick, Abdel et moi-même pour vous parler des actus de la semaine. Alors, on va notamment parler de... Alors, je reprends un petit peu mes notes. Patrick va nous parler de deux nouvelles fonctionnalités qui sont sorties dans Babar et dans Majestic. Un truc plutôt intéressant d'après ce que j'ai vu. Pierre va nous parler un peu plus sous son œil marketing, donc de calendrier de la vente, va nous parler d'investissement, va nous parler d'une belle faille dans WordPress. Abdel va lui nous parler de Carrefour, de Google, d'Amazon, donc il va y avoir des choses sympas. Il va nous parler de TikTok, de Walmart. Et puis David, lui, va nous donner les infos, les nouveautés du domaining de la semaine sur des nouvelles extensions, des belles ventes qui se sont faites dans le domaine, dans les noms de domaine, pardon. Et puis, bah, ma foi, pour lancer, moi, je voulais vous parler de l'update Google. La semaine dernière, on a un peu éludé le sujet et je ne sais pas si on va être vraiment capable d'en parler cette semaine. Moi, personnellement, à mon niveau, j'ai l'impression que ça bouge encore dans tous les sens. Patrick, toi, tu me disais que tu avais eu un bruit de couloir comme quoi ça serait un petit peu finalisé. Voilà, peut-être si vous avez, vous, de votre côté, des petits retours par rapport à ça. Et puis après, moi, je voulais surtout introduire un sujet sur lequel Olivier Dufay a fait un bel article cette semaine sur le crawl prédictif. Voilà, ce qu'on sentait arriver depuis quelques temps, notamment depuis le 14 octobre, quand Google nous a coupé la possibilité d'indexer les pages dans la Google Search Console. On a de plus en plus l'impression que Google veut, de manière prédictive, via son intelligence artificielle, détecter quelles sont les pages qui sont susceptibles, suffisamment bonnes pour être crawlées ou pas. Donc, ça risque d'avoir de gros impacts. En gros, Google met, comme le disait Olivier dans sa vidéo, un délit de faciès en place. T'es pas assez bon pour être crawlé, je viens pas te crawler du tout. Donc, voilà, quels seront les impacts? Est-ce que c'est réellement en place? On verra. L'avenir nous le dira. Et vous tous ici, vous pouvez tous les trois, tous les quatre, me dire ce que vous en pensez. Deux petites astuces sympas que Olivier mentionne pour savoir si on est touché ou pas. Alors, on peut certes aller faire des sites de points, des choses de ce genre-là, mais qui ne sont pas très efficaces. Par contre, dans la Google Search Console, on peut aller regarder. Alors, hop, je retrouve mes petites notes. Dans la partie couverture, regardez si vous avez des pages qui sont en détecté non indexées et des pages qui sont en exploré non indexées. Si vous avez beaucoup de pages là-dedans, plus de 15%, a priori, ce n'est pas bon signe pour vous. Il va falloir bosser pour faire indexer ces pages-là. On parlera peut-être des astuces un petit peu plus tard. Messieurs, petit retour sur l'update de votre côté? Ouais, perso, j'ai vu quand même pas mal de rollback sur entre guillemets, des faux positifs ou faux négatifs. Je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre parce que des sites complètement légitimes et vraiment pour des trucs où j'avais fait que du propre et où Mm. ça se retrouvait flingué. Et tu vois, dans la Search Console, boum, pendant les 15 jours là, ça tombe et puis derrière, ça remonte et puis là, c'est reparti comme avant. Comme d'hab, des sorties de filtres sur d'anciens sites qui s'étaient pris des claques. Voilà. Pour l'instant, le truc n'a pas l'air complètement sec. J'ai l'impression que des choses, de ce que j'ai vu passer sur Twitter, des points qui étaient des gens qui avaient des sites qui avaient été filtrés de manière pas forcément légitime, c'est ressorti. Ils ont réparé un peu le bordel qu'ils avaient foutu, si je puis me Mm. permettre. Après, il y a effectivement des choses qui tombent. Il y a encore eu pas mal de discussions ce matin. Et comme tu disais, je pense que la valeur, enfin la vraie parole juste, c'est le temps qu'il la donnera parce que là, c'est encore trop tôt pour tirer des conjectures et on va pas faire de l'info pour faire de l'info, quoi. Non. T'as une petite idée, toi, sur le crawl prédictif? Là, ça te parle, toi, ça? Ou pour J'ai l'instant, c'est encore honnêtement de pas de la encore eu le pure temps de creuser le supputation? Ouais, sujet là. ok, La fin ça d'année est marche. chargée, faut que je creuse ça. Ok, Moi, sur le Pierre. crawl prédictif, j'ai peut-être envie de faire un commentaire parce que je trouve que le sujet est intéressant. Et en fait, on vient tous, personne n'est SEO à l'origine, on a tous des métiers d'origine. Moi, en fait, je viens des sciences de gestion. Alors, c'est très enquiquinant et tout, mais ça te permet de voir comment sont les entreprises. Donc, moi, Google, je ne les vois pas comme vous d'un point de vue technique, mais plus organisationnel. Et aujourd'hui, il faut voir que Google, il est possédé uniquement par des gens qui sont à la recherche de profit et il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire que le conseil d'administration, il est piloté par des gens qui font des calculs sur la rentabilité à court terme. Ce n'est pas le cas d'une start-up qui démarre. Et de mon point de vue, cette idée de crawl prédictif, d'IA, etc., c'est uniquement essayer de faire un maximum d'économies
tant que, bon, ils ont une position dominante, donc ils ne sont pas vraiment embêtés, mais tant que ça n'a pas trop râlé, on essaye d'améliorer les économies. Et je pense que on nous Ouais, vend ça avec de l'IA et que ça c'est s'améliore. clairement ça, c'est un problème économique, hein, Voilà. clairement. Hein. Ouais. Très bon article d'Aurélien Bardon. S'il y en a qui peuvent retrouver, qui expliquait le fait que les pages n'allaient pas être toutes indexées. Google, il s'en fiche de la qualité des résultats. Et en plus, c'est vrai que s'il manque des pages, ça n'a pas de, comment Mais dire, ça n'a bon, pas après, d'impact. peut-être un vrai impact demain, vous me direz ce que vous en pensez, messieurs, sur les expirés, parce qu'un expiré qu'on va reprendre, si Google l'avait mis un peu de côté et qu'il décide qu'il n'était pas très bon, bah, entre guillemets, changement de propriétaire, tant pis, quoi. Est-ce qu'il va aller réindexer, recrawler cet expiré-là ou pas? Voilà, bon. Très bonne question. Ouais. Comme disait justement Olivier dans sa vidéo, je trouvais ça sympa. Pas de crawl, pas de chocolat, ça sera un bon résumé. Alors, Je pense que c'est un peu dans la logique, ce que tu dis, Christophe, de la déperdition en fait, de la puissance des 301 au fur et à mesure du temps. Ça, c'est un grand débat chez les SEO, et chez les e-commerçants, chez un peu tout le monde. D'où le fait que le modèle, entre guillemets, des 301, comme on a connu, comme a démocratisé Paul Sanchez en 2013, 2014, 2015, est devenu finalement, enfin, la redirection 301 est devenue finalement des MST, des PBN, etc., ou des sites monopages pour justement redistribuer du jus plus facilement comme ça, en ayant un vrai site actif. Je me rends compte que finalement, la logique de Google, là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'économiser tout le temps finalement ce crawl budget qui coûte de l'argent à l'entreprise au final et qui, en termes de retour sur investissement versus une campagne AdWords d'un gros annonceur, a beaucoup moins d'impact. Donc, si demain, on va choisir entre donner peut-être plus de crawl budget à Booking.com, qui est un des plus gros clients chez eux en AdWords, versus un petit site de niche du secteur, je pense que logiquement, le choix est vite fait. En plus, on se rend compte aussi que finalement, par le biais là, des différents updates, c'est qu'il y a toujours cette notion finalement de qualité. Qui dit qualité dit que c'est souvent en parallèle avec une grosse entreprise qui va tout le temps être finalement dans le sillage de Google pour être en phase avec leurs exigences. Et forcément, c'est un peu la loi la loi de la sélection naturelle qui fait qu'au final, tous les petits acteurs, là, on essaie de les réduire euh, au minimum, au strict minimum en termes de services qu'on peut leur rendre, gratuitement, j'entends. Parce que, comme a dit David, Google, ça reste une boîte et c'est pas une association, quoi. ok, merci Abdel. Alors, on va continuer dans cette logique là, un petit peu de Google, d'update. Visiblement, l'update n'a pas eu de... Enfin, il n'a pas démenti l'impact des liens sur le référencement naturel. Alors, Patrick, je crois que tu as cette semaine vu passer deux, trois petites choses super sympas sur cette partie linking. Yes, l'idée, c'est la vision qui est désormais disponible en termes de visualisation pour le suivi des liens qu'on va retrouver du coup sur Majestic. Donc, pour ceux qui aiment bien, je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Pour ceux qui aiment bien, du coup, garder leur TF et leur CF sur Majestic, maintenant, il y a une nouvelle info qui se rajoute. C'est cette partie-là ici avec du coup la possibilité de voir sur tes sites d'où viennent les liens de tier 1, tier 2, etc. Il y a la même chose qui est sortie donc, de Majestic et sur Babar, du coup, un petit peu de Cocorico made in France, parlons-en. Du coup, c'est intéressant pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut voir quel est l'environnement des liens qu'on reçoit. Est-ce qu'on a que des liens qui sortent entre guillemets un peu de nulle part, là comme ça, ou est-ce qu'on a des liens qui sont eux-mêmes renforcés par des tiers 2 et qui poussent, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est Donc là, intéressant. c'est la carte de Swan.tools. Hein, je vois. Ouais, j'ai pris Swan, c'est un récent pif. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est que tu peux voir aussi un site qui reçoit des liens, il tient, tu vois, sa patate, tu prends reactor.com de l'ami Olivier. Là, on est quand même sur un gros site, clairement. Tu vois, qui reçoit sa patate depuis abondance.com, qui est encore plus gros. Dans ta stratégie, ça peut être de dire, OK, si je veux choper un gros lien, j'ai déjà de là.
potentiellement, ça peut être intéressant que j'aille le choper directement à la source. Tu vois. Tu peux réfléchir à ce type de schéma. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer ce qu'on peut appeler des boucles de PageRank. Bon, il manque pour moi le sens des liens parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas trop dans quel sens c'est. Mais tu peux aller créer des boucles de PageRank pour que le bot de Google, quand il se balade, il fasse des tours et il revienne vers toi. Et du coup, ça va te permettre de booster en fait ton PageRank. Voilà. Ça, c'est pour les aspects très mécaniques autour des liens. Et puis, l'autre point que je voyais sympa, c'est, faut pas se mentir, ça peut faire un peu joli dans des audits si c'est bien interprété pour expliquer où se trouve et puis pour valoriser des prestations. Voilà, comme ça, les graphes de linking ne seront plus que les graphes de linking interne faits avec des GFI, des cocons SE, etc., mais aussi un petit peu la même chose sur le linking externe. Et je pense que ça peut permettre aux différentes entreprises clientes de Prestat Linking de mieux s'approprier le sujet, que ça soit un peu plus concret, tu vois, et que ce soit quelque chose de beaucoup moins flou et de peut-être un peu moins diabolisé que ça l'était jusque-là, tu vois, de mettre une image et un dessin sur des longs discours qui étaient potentiellement flous pour nos clients jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok, top. Alors, je vais faire un enchaînement un peu rigolo. Là, tu vas nous montrer du linking. Qui dit linking dit PBN. Qui dit PBN dit des fois WordPress. Pierre, tu as dans ta actus de la semaine une grosse faille côté WordPress. Tu l'as vu venir, là, Patrick? Il était sympa l'enchaînement, là, quand même. Ah ouais. Et ouais, cette semaine, et ça a été annoncé par ZDNet, entre autres, on a un plugin qui a une faille 0D dans WordPress qui gère le SMTP. Alors, juste sans rentrer dans le détail, mais ce plugin permet l'affichage du listing des fichiers qui sont sur le serveur. Et il y a un fichier de log. Et ce fichier de log, une fois qu'on y a accès, on a accès à un lien qui nous permet de faire un reset password du mot de passe du login admin, ce qui est assez magique pour pouvoir accéder au site. Et donc, faut juste pas oublier de faire ces mises à jour, surtout si vous gérez un réseau de sites ou si votre prestataire gère un réseau de sites pour vous, pensez bien à le mettre à jour parce que des backlinks qui partent tout seuls comme ça ou des noms de domaine que vous allez commencer à pourrir ou des fois on ne s'en rend pas compte tout de suite. On a un site qui va se retrouver avec des pages en chinois, en japonais, avec du spam. Il y a moyen de faire pas mal de grabuge. Et n'oubliez pas, et pour en avoir beaucoup discuté avec François aussi cette semaine, lui gère un réseau de sites pour lui, mais aussi pour un certain nombre de ses clients. Et ses serveurs se font pinguer en permanence pour chercher des failles. François Tréca pour compléter. Oui, François Tréca. Et donc, un bon sysadmin et des mises à jour régulières, c'est important. Voilà. Eh bien, écoute, je te laisse la main pour le reste de tes actus. On bascule un petit peu dans le côté un peu plus marketing. Alors moi, aujourd'hui, je voulais aussi vous parler des 24 jours de l'email que vous pouvez retrouver sur 24 jours au pluriel.email, qui est une action des email marketeurs français, francophones, où on vous parle d'un certain nombre de sujets autour d'un calendrier de l'Avent de l'email marketing. L'idée, c'est qu'on est au 24 à vous avoir proposé un article, qu'on est le 18, donc les articles sont en train de se publier petit à petit, et que chaque article, on vous propose de faire un petit don avant de lire l'article au Secours populaire et donc de soutenir l'action et en même temps de vous proposer un certain nombre de choses autour de l'emailing, de l'intégration d'emails, de la gestion de vos emails, de votre réputation, avec pas mal d'humour et pas mal de bonnes pratiques sur de l'email et de la gestion de votre CO2, vos IP partagés, du marketing automation, de l'accessibilité, etc., etc. Ok, donc là j'ai peut-être zappé un truc en route, mais c'est un site où on va tous les jours, c'est une newsletter, c'est... Alors, 24jours.email, c'est un site internet, il y a un flux RSS si vous voulez, et on vous propose depuis le 1er décembre, et il y a une édition 2019 et une édition 2020, et là on vous propose depuis le 1er décembre 2020 un article par jour autour de l'email marketing. Voilà, okay, c'est un blog avec une mise en page spécifique, mode calendrier de l'Avent. Ok, génial. Et ma troisième thématique du jour, c'est Kevin de Dot Market qui a été invité dans une newsletter d'investissement. Alors, Kevin tient une newsletter qui sort toutes les semaines, qui est très intéressante. Et là, je voulais vous parler avec nous la semaine dernière, qui fait partie de ce petit groupe.
Exactement. Et là, aujourd'hui, il nous parle d'investissement dans un actif digital. Et donc, il intervient sur une newsletter d'investissement dans la bourse, dans un certain nombre de sujets financiers et de performance financière. Et donc là, il va nous parler de comment on peut utiliser un actif digital pour en avoir un intérêt financier, entrepreneurial. Et il fait, je trouve, une bonne vulgarisation pour toutes les personnes qui ne sont pas dans l'écosystème entrepreneurial et qui ne connaissent pas grand-chose au business du web, d'Internet, de voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, je vous invite, même si c'est votre métier, à prendre le temps de lire cet article. Et de toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Ouais, tout à fait. Ok, bon, bah chouette. Écoute, on parle d'investissement, donc on parle de gros sous. Je crois, David, que toi, tu as vu passer une vente d'un nom de domaine à 800 000 $. Voilà, donc c'est pas moi qui l'ai vendu, hein, mais Ah, 800 000 $, c'est la deuxième vente de l'année publiée, parce qu'il faut savoir il y en a qui sont à des montants plus importants. Et il y a notamment un investisseur qui est francophone, qui fait des gros achats, mais en général, ça reste confidentiel. Mais donc 800 000 $ pour le nom de domaine engage.com, vous savez, engage.com. Donc ça, c'était une vente importante. On ne sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Il faut savoir que c'est un secteur où il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de marketing, mais a priori, donc en tout cas, elle a été annoncée. J'avais une deuxième chose sur les noms de domaine qui est par rapport aux enchères, parce que le marché français n'est pas du tout à ces montants, mais on avait webcam.fr qui était le nom qu'on attendait pour voir à quel montant ça allait terminer. Et Abdel et moi, on avait l'impression que ça terminerait chez Clickdom ou chez… Il faut savoir que quand il y a un .fr qui expire, il y a 6 acteurs qui sont susceptibles de l'attraper. Donc, et vous aviez fait vos petits pronostics la semaine dernière, je me rappelle. Et du coup, je n'ai pas fait mon pronostic intégral, sinon j'aurais dit de toute façon, ça ne peut pas être Catch Tiger, sauf que c'est eux qui l'ont eu en vérité. et le fait que Catch Tiger l'ait eu, c'est assez amusant et ça permet de rappeler que si vous voulez un nom de domaine, il faut poser vos réservations chez tous les snappers. Parce que là, c'est le moins probable qu'il l'a eu. C'était les meilleurs il y a 3 ans à peu près, parmi les meilleurs. Ils ont été revendus à des Allemands qui ne font plus rien. Et là, pour le coup, ils ont eu ce nom. Et on ne peut pas savoir à combien il est parti parce que ce système à l'allemande, ils font l'enchère avant que le nom de domaine expire. Donc, ils ont une petite enchère et ils se rendent compte, est-ce que ça vaut le coup? Et si ça vaut le coup, si le montant est important, là, ils vont essayer d'attraper le nom de domaine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas de record énorme pour webcam.fr parce que c'était entre quelques copains qui ont fait l'enchère, mais personne n'aurait pensé que ça allait atterrir ici. Et voilà, donc j'avais une autre actu, mais je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou si… Vas-y. Voilà. Et la dernière actu, c'est sur le registre XYZ. Je pense que tout le monde connaît XYZ et c'est amusant parce que c'est un registre. Dans ce secteur, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des projets plus ou moins bidons, mais qui essayent de gagner un peu d'argent. Il y a des fonds qui les aident. Il n'y a pas de valeur ajoutée, mais globalement, le retour sur investissement, il est toujours un peu meilleur que la bourse où placer son argent. Aujourd'hui, c'est très dur pour les fonds de faire travailler l'argent. Donc, ils viennent dans les noms de domaine. Et le XYZ, il a eu énormément de chance parce que Google a choisi, lorsqu'ils ont créé Alphabet, non pas alphabet.com ou une adresse comme ça, vous savez ce qu'ils ont choisi, Google, le cadeau du siècle pour ces garçons de XYZ? abc.xyz. Voilà, et comme ça ressemble à l'alphabet. Et du coup, chance énorme pour cette extension qui était vraiment bidon, c'est qu'il y a eu une spéculation énorme, des relations presse, etc. Donc XYZ, il est rentré dans dans la cour des grands avec un gros budget. Et aujourd'hui, ils essayent de racheter des extensions et ils viennent de racheter celle de L'Oréal. L'Oréal avait créé Make-up, Hair, je ne sais plus, enfin des extensions qui étaient liées à leur métier, mais ils ne les utilisent pas. Donc, ils les ont abandonnées et XYZ les rachète. Et aujourd'hui, ils les commercialisent. Donc, voilà, dans l'actualité, on peut obtenir des noms de domaine en .hair. Moi, je n'ai pas de cheveux, donc ça ne me concerne pas. Mais voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est un monde assez intéressant qui rejoint le monde de l'investissement. Et dernière chose, c'était super intéressant le graphe, la Magic. Je ne suis absolument pas fan, mais là, effectivement, je crois qu'on a un outil qui est sympa. Et ça me rappelle, il n'y a que peut-être Christophe qui est un peu plus jeune qui l'aurait connu. Cartou, ça vous dit quelque chose? Cartou, personne ne l'a connu. C'était PR9 dans le temps. C'était un moteur de recherche français, mais avec une ambition d'être l'un des plus importants au monde. Et si vous regardez, c'était exactement ça. Et souvent, on récupère des idées qui sont,
voilà, qui n'existait pas auparavant. Donc, cette représentation cartographique, Kartoo, Kartoo.com, c'était une bombe, mais il y a très très longtemps. Ok, moi j'ai bien aimé ta petite remarque qu'il y a peut-être que moi qui pouvais le connaître parce que j'étais un peu plus jeune. Bien, Un peu belle plus jeune, erreur, un peu beau plus jeune que lapsus. moi, un peu Et je plus trouve jeune que on moi. est quand même bien plus jeune que les trois oiseaux qui sont à côté là. Donc, fallait le dire, c'est une bonne chose. Abdel, un petit peu d'actu e-commerce. Moi, c'est chargé cette semaine. Ouais. Alors, on va commencer par l'amende de Google et Amazon Ouais. de la CNIL, malheureusement. Donc, déjà, la CNIL, il faut savoir que là, ils ont passé vraiment la cinquième vitesse cette année. Et donc, le mois dernier, ils ont mangé 2,25 millions d'euros d'amende Carrefour. Bon, ils avaient un peu cherché aussi, hein. Ils avaient gardé la data de quasi 28 millions de clients inactifs depuis plus de 5 à 10 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez du programme fidélité carte pass, quand Mhm. c'est une forme de papier qu'on remplissait à la fin, enfin, en bout de caisse, etc. Et du coup aussi, en fait, ils ont cherché dans le sens où il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont fait spammer par des campagnes SMS de Carrefour, qui ont reçu de la pub, qui se sont opposés à cette pub-là et qui n'ont pas été pris en compte du coup dans, dans ces campagnes finalement de désinscription. Google sont passés à la trappe aussi. Bon, en 2019, ils ont mangé 50 millions d'euros. Bon, ça leur a rien fait. Là, cette année, ils se sont dit, on va mettre le double. Donc, ils sont passés à 100 millions. Et ce qui s'est passé, c'est assez intéressant quand même aux yeux de Google. Ce qui a été détecté sur google.fr, et c'est en rapport avec le search justement, c'est que lorsqu'on désactive finalement la personnalisation des annonces sur la recherche de Google, Google dépose quand même un cookie sur votre terminal. Et c'est là où la CNIL a tapé fort sur Google. Et là, apparemment, ils sont en train de mettre les bouchées doubles chez Google pour se remettre à jour, en tout cas sur google.fr. .com, c'est autre chose, mais sur google.fr, ils font le job. Amazon, dans la lignée, c'est pareil. Alors, la CNIL, ils les ont traqués pendant 6 mois, Amazon. Il faut savoir que de décembre jusqu'au mois de mai, ils étaient sur Amazon.fr à traquer les moindres faits et gestes au niveau cookies. Et ils sont tombés sur eux quasiment vers la fin de leur audit, où ils se sont rendus compte que par le biais, justement, ça c'est intéressant au niveau de ceux qui font de l'affiliation, c'est que Amazon dépose un cookie et notamment garde des informations sur les sites tiers qui envoient du trafic à Amazon pour justement essayer d'un peu plus détecter, de peaufiner les référents qui arrivent et le trafic référent qui arrive et de savoir exactement qui amène du trafic. Deuxième actu pour moi qui est intéressante, c'est Walmart. Pourquoi je parle de Walmart? Parce que Walmart, ils bossent en ce moment beaucoup avec Google pour justement, parce que Google a racheté une boîte qui s'appelle Waymo. Et cette boîte-là, en fait, qui font justement le dernier kilomètre. Et là, ils se sont attaqués finalement à la livraison entre un supermarché ou un revendeur et un entrepôt. Et là, l'idée, c'est justement d'aller concurrencer Amazon sur leur secteur où ils sont très forts pour justement proposer en Europe, parce que là, pour le coup, aux États-Unis, le test est concluant et c'est bientôt en prod du coup chez Walmart avec mais justement ces fameux camions automatisés. Et en Europe, ça va arriver. Encore faut-il qu'on accepte justement ces fameux véhicules sur la route avec sans chauffeur, quoi. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Suite de l'actu pour moi, il y a TikTok qui a lancé, je ne sais pas si vous connaissez Facebook Blueprint, mais grosso modo, c'est un peu le Google Academy version Facebook où on vous propose de vous former à l'outil Google, notamment au Business Manager de Facebook. Là, l'idée, c'était pareil. Ils ont créé une plateforme qui s'appelle le Hub TikTok pour les TPE, PME et toutes les personnes qui veulent faire un peu du ads sur TikTok. Donc, ils avaient déjà lancé le Ads Manager, l'équivalent de leur Google AdWords et de leur Facebook Manager sur cette plateforme-là, de leur Facebook Business Manager sur cette plateforme. Et là, l'idée, c'est vraiment tout un cursus de formation sur ce hub pour permettre justement aux TPE d'aller viser un peu plus un public plus jeune.
Dernière actu. Tiens, je fais une toute petite parenthèse. Je pense qu'on avait regretté de ne pas en avoir parlé, notamment la semaine dernière, en parlant de TikTok. Petit clin d'œil à Julien et Corleone Biz, qui avait fait quand même une vidéo très sympa destinée à TikTok et qui, je pense, a eu un impact. Donc, Ça a suivez bien buzzé, l'exemple. ouais. Ouais, c'est clair que ça avait bien buzzé. Il y avait, pour finir un truc assez intéressant, qui, moi, en tout cas, m'a bien plu, c'est Pinterest. Moi, je fais pas mal de travail quand même sur Pinterest en organique. Et là, ils proposent actuellement en test chez eux une fonctionnalité qui est connectable à Zoom, justement, pour créer des mini-salles de classe. Donc, vous créez en fait une communauté sur Pinterest et ça vous permet finalement d'aller inviter des amis ou une petite communauté pour venir créer justement des lives et créer des cours qui seront ensuite partagés du coup sur Pinterest. Donc, c'est encore en bêta test chez eux aux États-Unis. Je pense que ça va arriver très rapidement en France parce que il y a quand même 19 millions d'utilisateurs de Pinterest en France. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc là, le partenariat avec Zoom, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, je pense que moi, j'ai fait un peu le tour de mon actu qui est quand même pas mal chargé. Ouais, encore des choses à suivre. On a fait le tour, messieurs. Est-ce que vous voulez rebondir les uns les autres sur certains de ces sujets? Moi, personne n'a parlé de Periscope là, qui Exact. s'arrête. Et donc, alors, je n'ai pas préparé mon actu, donc j'espérais qu'il y ait des gens plus compétents qui nous diraient pourquoi Twitter va passer, je crois, un format vidéo, mais je n'ai pas suivi. En tout cas, Periscope, donc Laurent Bourrelli ne pourra plus. Alors, il y a Christian Méline, hein, il y a d'autres personnes dans notre métier qui l'utilisent, mais donc Periscope a annoncé son arrêt. Voilà, donc personne ne sait exactement, personne n'a. Non, j'ai pas C'est d'infos. pas une histoire qu'ils vont l'intégrer dans Twitter en classique et que ça va plus être une appli séparée. Donc, D'accord. je C'est pense pas que c'est Laurent comme qui l'a racheté? De quoi? C'est pas Laurent qui a racheté? Mais l'idée, je pense, c'est toujours dans la démarche un petit peu de consolidation, hein, dont on parlait en début d'émission. Clairement, ils se sont dit, voilà, faut qu'on regroupe tout et que ce soit plus simple à identifier. Tu regardes sur d'autres réseaux, le côté de tu veux faire quelque chose, faut que tu installes une autre appli, c'est un enfer, quoi. T'as Facebook qui a réussi ce tour de force avec l'appli Messenger séparée, mais pour faire ce genre de truc, faut au moins s'appeler Facebook, quoi. Donc, En fait, moi, j'avais suivi un peu l'histoire de Periscope et ça faisait déjà quasi 3 ans là qu'il disait que le coût de la plateforme était quand même hyper importante à maintenir et du coup que la migration ultime sur Twitter, c'était l'intégration complète de la plateforme. Donc, je pense que moi, ça m'a pas vraiment étonné dans le sens où c'est un peu la logique de tout rachat, de venir implémenter une boîte et un outil qui est créé par la boîte dans un écosystème un peu plus global. Là, c'est la suite logique parce que c'est vrai que Periscope, maintenir, c'est en 2015, il me semble, où tu avais une annonce d'un des leaders du pôle data de chez Twitter qui disait que, en fait, dans les 3 prochaines années, ils allaient de toute manière réfléchir à intégrer Periscope. Bon, on est en 2020, donc pour le coup, ça se fait que maintenant, mais logique, quoi. Ok. Bon, ouais, ça sera le mot de la fin. On va respecter à peu près le timing. Merci encore à David, Pierre, Patrick et Abdel pour ce nouvel épisode. Et pour info, on est en train de s'organiser pour qu'il y ait des épisodes qui sortent là durant la semaine, les 2 semaines un petit peu de congé. Donc, restez connectés. Il y aura des épisodes à venir encore en 2020 avant de basculer sur 2021. Merci à tous. C'est le moment où on dit abonnez-vous, non? C'est pas ça? Allez, vas-y, je te laisse le faire. Voilà, pour rien rater, pensez à vous abonner et à mettre un petit like à la fin, ça coûte rien. Et puis faites-le, sinon je vais passer pour un influenceur et ça serait moi, je voudrais pas faire des tutos make-up. Et pense à mettre un commentaire si tu penses qu'on a oublié un sujet, à nous faire un retour. On est toujours preneurs. Voilà. Surtout pour le reach organique et activer les notifications, tant qu'à faire. La base. Bon, tu mets un commentaire et tu mais la cloche. Voilà la base. Bon, je crois qu'on a tout dit. Merci à tous. À très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao. À plus. Ciao. Ciao.